Bienvenue dans notre podcast du rien au tout, où on parle business, mindset, transformation. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un sociologue, un urbaniste, un homme de terrain, qui a fait de la banlieue son fer de lance, qui a su montrer que la banlieue a du talent. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de recevoir une personne que j'aime beaucoup. J'ai aujourd'hui l'honneur de recevoir Monsieur Ahmed Bouzouaïd. Il a lancé son livre qui s'appelle « Je dois faire du cash boy ». On va en parler. Ahmed, comment ça va? Vraiment très content de te recevoir. Du fond du cœur, tu es une personne que j'aime beaucoup. Je te suis depuis quelques années. On a eu l'occasion de se rencontrer dans des events. Et là, on travaille ensemble, yes. Effectivement. Et non, je suis content de te recevoir. Mais ce que moi, j'aimerais savoir et comprendre, c'est si on enlève les titres LinkedIn, c'est qui Ahmed? Ok. La question, elle est extrêmement simple, mais ça demande par où tu veux qu'on commence? La base. La base. Donc la base, c'est les racines. Ouais. Alors, donc je suis né en France. Très bien. Je suis né dans l'Est parisien. Précisément le 11e arrondissement, mais j'ai grandi dans le 20e. D'accord. Dans un quartier qui s'appelle Saint-Blaise. Je viens d'une grande famille, une belle et grande famille, 7 enfants. Une enfance heureuse. Très bien. Originaire d'Algérie. Donc je suis franco-algérien. Très bien. Voilà, je viens de Ansou Biskra. Biskra, c'est connu, c'est Biskra, une ancienne ville romaine qu'on appelle Vicera. Ok. Et qui est connue comme la porte du désert. Ok. Moi, je suis en dessous. Un pays où on fait pousser des palmiers, on cultive la date et pourquoi je te dis tout ça? Parce que la date, c'est important pour moi. Mm-hmm. Ça a été très symbolique quand j'ai reconnecté avec mon pays il y a une bonne vingtaine d'années. J'aime bien quand tu dis reconnecter. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une déconnexion? Bah, si tu veux, mon premier ancrage, il se fait en France. Donc, c'est mon pays d'accueil, plus que pays d'accueil, c'est celui qui a accueilli mes parents, où j'ai grandi, où j'ai commencé à, tant bien que mal, à essayer d'y établir mes racines. Et si tu veux, l'Algérie, elle était lointaine, elle était connue au moment des vacances, les vacances estivales en particulier. Et c'est pas exactement la même chose que lorsque tu commences tu sais, l'adolescence, c'est aussi une période de construction. Tout à fait. Identitaire. Et donc tu t'interroges sur qui tu es. Et en réalité, tu te poses jamais véritablement la question de qui tu es. C'est plutôt le monde extérieur qui t'amène à... te renvoie. Exactement. À te poser ces questions. Et tu te rends compte que finalement, t'es pas comme les autres. En tout cas, ces différences, on te les fait remarquer. Mais quand j'étais dans mon pays d'origine, l'Algérie, le désert de l'Algérie, bah effectivement, il y a eu une forme de réancrage. Et tout à l'heure, je t'ai parlé le lien avec la date parce que j'ai été frappé par quand j'ai commencé à m'intéresser aux palmiers. Et d'ailleurs, j'ai toujours désiré, peut-être qu'un jour je vais écrire. J'ai écrit un texte là-dessus, d'ailleurs, que j'ai partagé, mais peut-être un roman, j'aimerais bien. Ce que j'appellerais, moi je suis assez, dans mon approche, j'ai le titre avant le bouquin, tu vois. C'est bon, c'est très bien. Et le titre serait L'éthique du palmier. Waouh. Parce que le palmier, je trouve, quand on s'intéresse à lui, on a beaucoup d'enseignements. Eh ben dis donc. C'est un arbre qui pousse dans des conditions difficiles, mais qui est extrêmement autonome. Mais pour s'épanouir, il a besoin qu'on le visite. Tu vois, donc il y a une relation avec l'être humain qui est assez particulière. Pour qu'il pousse, il a besoin d'avoir, comme dirait mon oncle, les pieds dans la boue. Il a besoin d'eau. Mais en même temps, il a toujours la tête dans le ciel. Et il donne des fruits excellents. Et on dit que tout est bon dans le palmier parce que littéralement, on utilise tout. De son tronc, de ses palmes, de ses pics, de son fruit, ses dattes, et même les noyaux, on les torréfie pour faire une sorte de café de dattes de palmier, si tu veux. C'est un peu la résilience, finalement, le palmier. C'est un peu le mindset du terre-terre, le palmier. Exact, tout à fait, ouais. Moi, j'aime bien cette idée. Les pieds dans la boue, la tête dans les étoiles, et avec toute cette dimension de tout ce... rien ne se perd, tout se transforme, tout est utile. Et il y a un proverbe que disent les cultivateurs là-bas, ils disent que le palmier, tu lui lances une pierre, il te rend une datte.
Tu comprends ce que je veux dire? Donc, Ouais. plus que la résilience, c'est un naturel optimiste, un naturel positif. Et si tu veux, c'est pas une idée de... Je pense que ça va plus loin que l'idée il tend, l'autre joue. Parce que là, il est pas en train de tendre. En fait, il donne ce qu'il a. Et apparemment, il n'a que du bon à donner. Intéressant. Et du coup, ce voyage t'a ouvert les yeux parce que j'imagine, du coup, t'as vu un peu les tiens. Le côté physique, on te faisait comprendre que justement, t'étais différent. Là, cette différence n'existait plus puisque tu voyais des gens physiquement qui te ressemblaient. Ça t'a apporté quoi, cette reconnexion physique, mentale, j'imagine, avec peut-être aussi de la différence parce que tu fais d'avoir grandi en France, t'as une autre culture, mais en même temps, t'as cette culture-là. Et là, t'as le physique qui va avec la culture que t'as pas forcément en France. Ça t'a fait quoi? La dimension, elle est pas tant physique que ça. Tu sais, là où on est, dans le désert, vraiment, même dans le village où on était, tu vas avoir des traits ils vont ressembler, je sais pas, à des Mauritaniens, des Maliens, jusqu'à de la blonde aux yeux bleus, jusqu'à vraiment, c'est un brassage dans le désert, c'est assez incroyable. Et donc d'autres qui ont plus des traits qui ressembleraient plutôt à des Pakistanais, ce genre de choses. Et du coup, dans ma famille, on retrouve ça. Et donc, du coup, j'ai toujours retrouvé dans ma famille toute cette palette de couleurs. Et cette reconnexion, elle est plutôt liée à une éthique, une manière de vivre, un rapport à la terre, un rapport à la nourriture. Tu sais, dans le désert, tu sais, à un moment, on était même rationné en matière d'eau, en matière d'électricité. Et donc, ça signifie que tu as une vie qui est très frugale. Ouais. Tu vois, c'est rythmé par des rites. La prière, hein, tu sais, nous on est de culture musulmane. Bien sûr. Donc ça veut dire, il y a cette dimension-là, mais aussi très frugale, c'est-à-dire la vie, elle est simple. Tes gourmandises, c'est un verre de thé et une date, tu vois. Okay. Et donc du coup, t'as un autre rapport je crois, j'allais dire à l'humanité, mais je veux le dire. Et donc dans la relation humaine, dans le rapport au temps. Tu sais, il y a souvent, je sais pas si t'as déjà entendu un proverbe qui consiste à dire que en Occident on a une montre et là-bas ils ont le temps, tu vois. C'est exactement ça. Je comprends. Totalement. Bah, là-bas tu le vis pleinement. Tu le vis pleinement, tu sens la baraka dans ton temps. Parce que tu sais, comme t'es dans j'ai dit t'es en dessous, t'es dans le désert, mais c'est pas le désert profond, tu vois. Mais déjà, tu vois, ça veut dire en plein milieu d'année, la température elle peut monter aux alentours de entre midi et 16h, déjà une quarantaine de degrés. Wow. Tu vois. Ouais, donc ça signifie que tout le monde est levé à l'aube et ta journée presque à 11h midi, tu l'as terminée. Mais donc tu vois la baraka dans ton temps. Tu vois ce que je veux dire? Savourer, profiter vraiment. Exactement. Tu t'en rends pas compte, mais tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? T'as fait 4 journées en un jour. Dans le sens où t'es levé assez tôt, en fait, tu profites de la fraîcheur, de l'aube. Et tu fais ta journée. Déjà, dès qu'il est 11h midi, déjà, les choses se calment. Là, les gens, ils vont manger. Après, il y a ce qu'ils appellent le gay, là. Ça veut dire, c'est un moment de repos, de sieste. Généralement, il y a que les enfants, nous, et surtout les occidentaux, qui siestent pas, en fait. Parce que tu vois, ça veut dire entre midi et 16h, la ville s'arrête et les gens ils reprennent après quand le coucher du soleil commence à apporter une certaine fraîcheur. Ok. Et du coup, ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, donc jeune Algérien, j'ai l'impression que tu as quand même une orientation aussi artistique, un peu dans ce que tu me dis là. Comment donc jeune Algérien avec une vision, une fibre artistique, l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là, qui t'a donné envie d'avoir la vision entrepreneuriale? C'est quoi le déclic? Alors, moi, la dimension artistique, j'ai un ami, un frère, Ariles, que je salue. Il me dit, ouais, je suis très heureux qu'aujourd'hui, je vois que tu assumes ton côté artiste. Fou, ça s'entend de fou. Mais moi, je vais faire le lien direct entre, finalement, l'entrepreneuriat et cette dimension artistique, qui, en soi, je pense que j'y retrouve, il y a la même fibre, à savoir ce désir de liberté. Une volonté de conquérir des espaces. Une volonté d'aller sur des territoires encore vierges. Et du coup, déjà, moi, la dimension artistique, je la rencontre avec
d'abord le tag, un peu le graphe et surtout le rap. Et dans ces dimensions-là, j'ai jamais été ni un grand tagueur ni un grand graffeur, encore moins. Pour moi, c'était plutôt, il y avait quelque chose que j'avais besoin d'exprimer, de sortir. C'était peut-être même quelque chose de violent. Dans mon approche du tag, il y avait quelque chose de transgression. Il y avait peut-être presque une envie de détruire. Et je pense que ça s'inscrit dans la dimension de construction adolescente, en fait. Et où tu as quelque chose qui... tu sens ton corps peut-être comprimé. Tu vois, là, comment je bouge. Comment t'as bougé, voilà, oui, on je sent vu. que... Et donc, il y a un désir de se délivrer de ça. Et cette énergie, cette puissance, je pense, elle naît d'abord d'une frustration. Et cette frustration, voilà, je pense que le tag, etc., il a permis de la libérer. Et ensuite, le rap, il m'a ouvert à l'oralité. Il m'a ouvert à l'expression. D'abord, quand j'ai commencé à écouter des rappeurs des années 90, bah pour moi, ça a été très vite la bande-son de la vie. Et c'était intéressant de pouvoir nous écouter, j'allais dire s'écouter, parce qu'en fait, quand j'écoutais leur voix, j'écoutais ma voix intérieure. Exactement. Et donc, c'était intéressant de enfin pouvoir s'écouter flamboyant. Enfin, on était beau. En fait, les frustrations que Bien tu sûr. avais, eux, les mettraient en lumière et les disaient haut et fort. C'est ça, d'une part, mais au-delà de frustration, pour moi, il faisait du Tao. Ouais. C'est-à-dire, il sublimait cela. Il transformait le plomb en or. Quand t'écoutes un Hill des X-Men, quand j'écoutais les Posca 25, les Cut Killers, et tous les rappeurs comme Diabuse, comme De Balles de Nègre, comme les Afro Jazz, comme tellement, je pourrais en citer tellement, ATK, les rappeurs de Saint-Blaise, Seven, tout cela, c'est des amis que je salue. Bah ouais, en fait, ils racontaient la bande son de notre vie. Et pour un moment, on se sentait considéré. Notre vision du monde avait le droit de citer. Et c'était dit avec élégance, beauté, punch. Tu sais, moi, j'écrivais récemment que t'as vu, maintenant tout le monde parle de punchline, mais à mon sens, la punchline, elle est née dans le rap. Ça veut dire on avait appris et compris la nécessité de dire les choses, de se faire entendre. Et comme on avait peu de temps, eh ben, il fallait que ça soit un coup d'éclat. Et je me rappelle, il y a un groupe d'ailleurs qui s'appelait Coup d'état musical. Mais en gros, oui, il fallait que ça soit un coup d'éclat. C'est-à-dire, en fait, on ramassait la parole comme dans un haïku, mais avec un concentré de salle aussi. Parce qu'en fait, il y avait l'idée de choquer. C'était des décharges émotionnelles. Et aujourd'hui, tu vois, donc je te parle de ça, c'est les années 80-90. Bah, tu vois, aujourd'hui, t'as même des émissions mainstream qui s'appellent Punchline. Tout à fait. Et donc, tu vois bien comment la culture urbaine, elle a d'abord contribué à nous donner de la fierté, nous ouvrir et nous offrir des espaces d'expression, qu'on est parti conquérir, on n'a demandé la permission à personne. Et en plus, au-delà de ça, tu vois, 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans après, elle a été appropriée par le mainstream. Exactement. Qui n'en voulait pas à l'époque. Exactement. Tu sais, ça me fait un clin d'œil à Arsenic, par exemple. Tu vois, Arsenic qui avait, je dirais, popularisé le polo Cosla. Tout le monde pensait que le Lacoste, c'est le crocodile. Il était sponsorisé par eux. Mais non. Mais Lacoste, ils ont toujours repoussé. Et là, c'est une victoire quand je crois, il y a 24 mois, il y a pas si longtemps que ça, Lacoste s'est appuyé sur Arsenic, Calbo et Lino comme égérie. Et c'est une reconnaissance de la culture. Bien sûr. Et je trouve ça intéressant parce qu'en fait, on voit bien que ce qui a bouillonné dans les quartiers a permis de faire émerger de la fierté, des nouveaux langages, nous dire quelque chose de ce qui était en germe dans ces territoires-là. Et ben, on avait en préfiguration le monde de demain. C'est exactement ça. En fait, les quartiers ont toujours existé, mais on faisait en sorte de ne pas les faire exister parce que ça dérangeait. Mais c'est le côté authentique de la rue qui est tellement puissant qu'on peut pas l'éteindre, on peut pas l'étouffer.
Bah, en fait, c'est la vie qu'on. C'est la vie. On n'éteint pas la vie, tu vois. Je veux dire, la vie, moi, en fait. j'aime bien comparer ça à. Tu vois, tu te balades en ville et tu vas voir que tu regardes les trottoirs, le béton, le ciment, le goudron, et tu vois que dans les interstices, t'as de la mousse qui passe. Tout à fait. T'as des fleurs, des pissenlits qui c'est pareil en réalité. Et c'est des roses qui ont poussé sur le béton. Donc là, personne n'aurait parié à la vie et tout était fait en sorte de hermétiser l'espace. Mais c'est pas possible. Parce qu'en réalité, c'est un cri de vital. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ces frustrations, elles ont pu être sublimées. Tout à fait. Et moi, vraiment, aujourd'hui, quand j'évoque cette culture-là, ces cultures-là, parce que le hip-hop, ça va du tag, du graphe, c'est la danse, c'est la musique, c'est le DJing, c'est le rap, en tout cas, c'est tout un tas de disciplines. Et partout, il y a eu cet élan et cette volonté d'expression et de conquérir l'espace avant même qu'on nous l'offre. Mais il y a aussi une volonté de s'en sortir. Tu sais, c'est pas tant une opposition. L'opposition, elle existe parce qu'il y a un rapport de force, un rapport de domination. Il y a un manque d'espace et donc la dimension entrepreneuriale, pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure, bah, l'espace, il est pas là. Et bah, tu crées ton espace. C'est ça. Le livre, il est pas là. Et ben, t'écris ton livre. Le film, il est pas là. Et ben, tu fais ton film. Et c'est ça ça a montré la voie en ce sens. On peut être nous-mêmes acteurs, indépendamment du regard qui est posé sur nous, indépendamment de ce que l'on nous impose. Et la question est de dépasser ça et dépasser les clivages. C'est fait. Dis, exprime-toi. Tu veux faire un film, tu prends une caméra. Point final. Voilà. Point final. Mais tu sais, je sens qu'il y a vraiment la culture hip-hop, rap, dans ce que tu me dis. Je dois faire du Cash Boy. Bien sûr. C'est justement, une inspiration issue d'un album. Idéal J, voilà. Idéal Juice. Vraiment le trio mythique, Kerry James, qui a vraiment, c'est l'élite du rap français, en matière d'écriture, en matière de mouvement, comment il a fait entendre aussi, moi je trouve, il me semble que c'était l'une des pièces maîtresses de la mafia Quinfri. Bien sûr. Teddy Corona, bien entendu. Bien sûr. DJ Mehdi, paix à son âme. DJ Mehdi, c'est sur le documentaire récemment. Documentaire sur Arte. Exactement. Incroyable. Tout à fait. Ouais, quand alors je te disais effectivement, le rap et le hip-hop, ils ont contribué à nous donner de la fierté, à nous donner envie d'avancer. On peut pas, tu sais, souvent le rap, etc., c'est décrié, souvent parce que c'est regardé d'un œil caricatural, il y a une analyse superficielle, et c'est facile de faire des raccourcis. Mais moi, je vais parler pour moi, et bien plus que pour moi. Tu sais, je parlais avec un ami, Larry, que je salue, et il me disait quoi? Il me disait, mais tu sais, je dois faire du Cash Boy. Moi, ça m'a donné de la fierté. Aujourd'hui, il est entrepreneur hyper successful. Et il m'expliquait que ça lui a appris. Ça a développé son engagement. Ça lui a donné confiance. Et c'est pareil pour moi. C'est je vivais pour des raisons qui me sont personnelles, celles que je décrivais tout à l'heure. Il me semblait grandir dans un environnement hostile. Quand je mettais Kerry dans mes oreilles, et comme beaucoup, il nous a donné de la force. Tu sais, j'écoutais, je suis sur une mission, je vais faire du Cash Boy. Et donc oui, bien entendu, pour moi c'est une référence qui est importante parce que il faut retracer la filiation. Moi je viens de là et j'ai pas honte de ça, au contraire. C'est une fierté. C'est qui tu es aujourd'hui. C'est qui je suis. Tu peux pas avoir honte de ça. Pas du tout. Même au contraire, c'est une fierté. J'assume, c'est une fierté et je veux le partager. C'est partager le patrimoine. Mais c'est aussi le mettre à côté d'autres patrimoines. Parce que ce qui m'a construit, c'est pas que ça. C'est l'Algérie, c'est bien entendu, c'est la culture anglo-saxonne, le rap qui vient des États-Unis, ces influences-là. C'est les cultures africaines, parce que j'aime à le dire, et c'est pas un effet de langage. C'est que j'ai grandi dans les quartiers, donc j'ai grandi avec des Maliens, avec des Camerounais, avec des Mauritaniens, avec des Sénégalais, avec des Portugais, avec des Italiens. J'ai grandi avec l'Afrique, mais aussi avec l'Europe. C'est les milieux populaires, on se brassait, on se posait pas la question de qui on était. On était ensemble, c'est tout. T'as pas le choix, en fait. C'est un Erasmus voilà, ouais, gratuit. C'est ça, la je vie. disais, effectivement, on était sans s'être déplacé. Moi, j'ai fait 5 Erasmus. C'est-à-dire, je sais comment on mange au Sénégal, je sais comment on mange au Mali, tu vois. Et il suffisait c'était de l'autre, le palier en face, en fait, tu vois. Je vais dire un truc, Ahmed, un truc que tu as dit une fois, que tu m'as dit, ou que je t'ai entendu dire dans une interview, dans un event via la BPI, qui m'a marqué. Ok. Où tu expliquais que
le fait d'avoir ces différentes cultures, c'est une richesse. Bien sûr. On fait en sorte de nous faire croire que c'est pas le cas, mais c'est une richesse. Bien sûr. Je te dis, mais en fait, on est issus de différentes cultures, différents pays, mais on est beau. Bien sûr. On peut faire plein de choses. Bien sûr. C'est une richesse. Bien Il sûr. faut se servir de cela pour justement avancer dans la vie. Parce que la richesse que l'on a, à travers ce que tu es en train de dire là, les différents pays, tu sais comment on mange dans tel pays, c'est quoi les expressions. En fait, tu as une richesse culturelle qui est large. Bien sûr. Il faut pas avoir honte de ça. Bien sûr. C'est une chance. Parce que du coup, ton cerveau et ta vision du monde, elle est large, elle est multiple. Il a une certaine plasticité. Tu peux t'adapter. Tu t'adaptes. Tu es agile. Tu es agile. L'adaptation, on ne sait faire que ça. Moi, je vais manger... tu sais, souvent, on nous renvoie, en fait, oui, à Rome, il faut faire comme les Romains. Et moi, j'ai passé ma vie à faire comme les uns et comme les autres. Et en fait, toujours à faire comme moi, je dois faire, mais avoir l'intelligence d'accueillir qui sont mes hôtes et comment je vais m'adapter. Et eux, tu sais, c'est une intelligence relationnelle. L'intelligence relationnelle, on l'a développée dans les quartiers parce que côtoyer la différence, ça a été notre quotidien. Et oui, bien sûr, c'est une richesse, tu sais. En fait, le danger qu'on fait, c'est identifier ces composantes comme un morcellement, comme un éclatement. Alors que tout ça, ça forme une unité. Tout à fait. Tu vois, l'unité, elle est mouvante, elle est vivante, elle bouge et on l'actualise en fonction des situations. Si tu veux, je vais essayer de m'adapter en fonction du terrain où je suis, avec qui je suis et la manière ce soit ma manière de parler, de m'exprimer, de me tenir. Il y a forcément des évolutions. Tu t'ajustes à ton public, tu t'ajustes à ton auditoire. Il faut forger la langue qu'il faut aux oreilles auxquelles tu t'adresses. Et du coup, je dois faire du cash boy. Ton livre, c'est né de quoi finalement? Je pense que c'est né de la maturité d'abord. Moi, j'ai toujours écrit, j'ai toujours aimé écrire, mais j'ai pas eu le courage d'écrire véritablement quelque chose de personnel, quelque chose qui est une véritable pensée que je prends le temps de déployer. Wow. Je pense pour plein de raisons. La première, parce que j'ai toujours... il y a quelque chose de presque de sacré pour moi dans l'écriture. Les écrits restent. Tout à fait. Donc, je voulais pas faire ça à la légère. Et donc, du coup, j'avais une forme de... Tu sais, justement, on parlait d'entrepreneuriat, on parle de syndrome de l'imposteur. Tout à fait. Tu vois. Bien sûr. Donc, mon syndrome de l'imposteur, à moi, c'était ma façon de mettre la barre très haute. Et donc, tant que j'arrive pas à ce niveau, je n'irai pas. C'était un peu ça que je me disais. Aussi, il y avait cette dimension-là, je pense. Il y a une seconde dimension. Tu sais, il faut savoir, maintenant, je publie même régulièrement des textes, etc. C'est des textes que je partageais à des amis et qui m'ont encouragé, en texto, hein, tu vois. Ils m'ont encouragé, mais faut les publier. Après, je me suis dit, bon, vas-y, je vais les publier. C'est comme ça qu'est née une série de textes que je publie sur Instagram que j'ai appelé Textologie. Pourquoi j'ai appelé Textologie? Parce que c'est des textos à la base que j'envoie à des amis. Mais ils m'ont encouragé, ils m'ont dit, vas-y, fais-le, partage. Comme quand tu rappais, là, partage. Il y a cette dimension-là. Donc, c'était un peu soigné ce syndrome de l'imposteur, mais c'était aussi plutôt me dire, voilà, je suis peut-être à un niveau de maturité où j'ai quelque chose de stable à dire. Cette chose de stable à dire, c'était peut-être cette logique d'avoir capitalisé, avoir le sentiment de dire, aujourd'hui, c'est vrai que je suis passé par différentes étapes de mon parcours, j'ai vécu des choses, j'ai vu des choses, j'ai contribué à plein de choses. Et donc, est-ce que c'est pas un capital que je peux transmettre? Tu vois, en fait, l'idée de transmission, elle m'habite beaucoup, tu vois. Il y a cette dimension-là. Une autre dimension... Je pense qu'elle est aussi liée à la maturité à un moment de ma vie. La première phrase du bouquin, c'est la meilleure façon de tourner une page, c'est d'écrire un livre. Et parce qu'en fait, il m'a semblé que je suis dans un entre-deux. Et donc, c'est peut-être tout ça qui m'a poussé, avec une intention véritablement très très importante. C'est que j'ai l'impression que le temps s'accélère. Et je crois que dans ce temps, dans ce monde, aujourd'hui, je suis à ma juste place dans l'idée de contribuer à raconter les choses, humblement partager une pensée et quelque chose qui
qui est presque une obsession chez moi. Une mission. Une mission, ouais. C'est de raconter moi-même, raconter nous-mêmes notre histoire. Notre histoire. Parce et ne pas être raconté. Tu sais, c'est l'acte du hip-hop. Hein. Tout à fait. Si un livre te plaît pas, moi j'ai pas le temps de me plaindre des livres ou des films ou des musiques qui ne me plaisent pas. Bah fais. Exactement. Voilà, donc c'est un peu dans ce geste-là que je me suis posé. Donc je dois faire du cash boy. C'est l'énergie que j'ai acquise en écoutant Idéal J et dans toute ma trajectoire. C'est l'histoire de cette trajectoire. Je raconte l'histoire de l'entrepreneuriat des quartiers en tant que témoin oculaire, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'habitant des quartiers, en tant qu'acteur, par même activiste de la culture hip-hop, en tant que soutien des entrepreneurs. Et aujourd'hui, en tant que directeur chez BPI France, ça va faire maintenant 6 ans que je suis passé de l'autre côté et j'aide et je soutiens et je contribue à designer les politiques publiques. Et je me suis dit, c'est marrant, ce regard 360, il est assez unique et singulier. Et je me suis dit donc, j'avais envie de partager ça. Partager ça, dire à un moment où la politique de la ville se transforme. La politique de la ville, c'est la politique qui s'occupe des quartiers. Excuse-moi, mais c'est super intéressant et important, là, ce que tu es en train de dire. Si je résume un peu, tu as vécu dans les quartiers. Tu sais ce que c'est que les Et quartiers. j'y vis toujours. Et tu y vis toujours. Du coup, tu as un recul, en fait, entre la vision que tu avais du monde versus ce que tu as aujourd'hui. Tu l'as dit, hein, tu travailles à la BPI, c'est pas n'importe quelle entreprise, la BPI. C'est comme une grande entreprise internationale. Mais toujours avec cette vision d'authenticité par rapport au quartier. Donc, il y a le côté maturité, transmission, mission. Qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui à un jeune ou une jeune de quartier qui nous écoute et qui se dit, mais ce gars-là, oui, je sens qu'il comprend. Comme toi, quand tu écoutais Idéal J dans ta jeunesse, qu'est-ce que tu lui dirais comme message d'espoir, du moins de vision d'avenir, malgré tout ce qu'il peut entendre? Parce que quand on grandit dans les quartiers, on a l'impression qu'on est condamné à être dans l'échec. Du fait de son appartenance sociale, de sa couleur et autres, on n'a pas l'impression que le monde nous appartient. Qu'est-ce que, au vu de ton expérience, tu pourrais transmettre comme message aux jeunes qui nous écoutent? Bah, tu sais, quand on est piégé dans l'instant, tu sais, en fait, la vie, c'est vivre des galères. La vie, c'est un combat. Moi, je suis un combattant devant l'Éternel. Donc, ça veut dire quoi, concrètement, il faut pas on peut se plaindre, mais il faut pas tomber dans la plainte. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en réalité, raconter cette histoire, 50 ans, c'est raconter comment les galères qui parfois ont pu sembler comme être les galères les plus sombres, indépassables, et ben on fait émerger, on a vu émerger des roses. Tout à fait. Tu vois, qui aurait cru que ces concerts organisés dans des squats, ces rappeurs qui bricolaient le matériel pour enregistrer des mixtapes vendus sous le manteau, aujourd'hui seraient la musique la plus streamée dans le monde. Tu vois, donc on va dire non, ne perdez pas espoir. Retournez-vous, prenez le temps de regarder la longue traîne, regardez l'histoire, pas celle qu'on vous raconte, mais regardez, analysez, cherchez, soyez curieux, vous allez comprendre que non, tout ça c'est pas indépassable. Et effectivement, preuve à la pluie, c'est ce que je fais dans ce bouquin. En fait, je présente des profils qui ont su transformer ce plomb en or et ont su transformer ces handicaps en atouts, ont su dépasser les promesses d'un destin irrémédiable. Ils ont réussi à le faire tourner en leur faveur. T'as un exemple ou deux à nous dire, justement? Il y en a plein. Là, à l'instant, j'ai changé Mourad Atik. Il vient des quartiers. Là, il est en train de se déployer. Il se déploie en Algérie. Il a fait des switches. Bien sûr, il galère. Il a galéré, c'est normal. Tu crées une boîte, tu rencontres un mur, mais lui, ce que tu vois, ce qu'il va avoir, c'est la résilience qui fait qu'il va transformer l'essai. Et aujourd'hui, maintenant, il s'est lancé dans l'IA. Et il est en train de devenir une pointure dans l'IA et il est en train de propager l'IA et les méthodologies qui sont liées à l'IA dans les quartiers. Younes Bourimech, serial entrepreneur, il est connu comme le loup blanc en Seine-Saint-Denis. Et pareil, il est, je crois, son 3e restaurant. À côté de ça, il a un groupe, il est dans le bâtiment, il est dans le nettoyage industriel, il fait plein de choses. De qui je pourrais te parler? Kaina Mesdour. Oh, j'ai peur de me tromper de son nom. Alors elle, faut voir, elle est juste
incroyable. Elle a fait sa boîte dans les économies d'énergie, elle l'a revendue. Là, elle est en train de relancer des concepts de boîte. Je vais pas vendre son concept parce qu'il est juste incroyable. Qu'est-ce qu'elle est brillante, cette femme. Je sais pas moi, Fariha Shah. Elle a créé une super boîte dans le digital qu'elle a revendue. Ensuite, elle est devenue investisseur. Je sais pas si on dit investisseuse. En tout cas, je pense aujourd'hui. en tout cas, et là, elle a lancé sa nouvelle boîte Community dans l'IA. Il y a plein de projets. Namix, Fawzi Najah, c'est juste incroyable. Une voiture. Voilà, son père, il était ouvrier chez Renault. Et maintenant, lui, il crée un SUV à hydrogène. Incroyable. Voilà. Non, il y a des projets énormes. Il y en a plein. Je parlais récemment de Youssouf Fofana qui avec Maison Château Rouge, il a multiplié les collabs. Et tout à l'heure, on parlait de Lacoste. Ben là, il vient de faire une collab avec Lacoste. C'est intéressant parce que cette culture née dans l'underground, la street culture, aujourd'hui, elle influence toutes les grandes marques. Il suffit de regarder LVMH, Hermès, etc. Qui sont à leur tête? Ceux qui sont issus de ces cultures-là. Donc oui, je veux leur dire aux jeunes, oui, c'est difficile. Oui, parfois, je leur dis, c'est une galère. Et si vous voulez pas, vous craignez d'essuyer des tempêtes, etc., ça va être compliqué. Mais en réalité, c'est la difficulté, parfois la pénibilité du voyage qui fait que vous aurez des belles légendes à raconter. Et inspirez-vous, ne vous reniez pas, soyez fiers, parce qu'en réalité, qui vous êtes, c'est ça qui va vous aider à vous transcender, à réussir. Donc, non, moi je suis quelqu'un qui est profondément optimiste. On n'a pas d'autre choix. C'est maintenant, à son niveau, il faut faire sa part. C'est l'histoire du colibri, n'est-ce pas? Exactement. C'est super intéressant. Merci beaucoup pour ton retour. Du coup, j'aimerais faire la transition maintenant entre toi, jeune issu des quartiers, BPI. J'imagine que entre cela, il y a une transition. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait des études, tu t'es débrouillé tout seul. Comment t'en es arrivé là? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, même des plus âgés, qui se disent, mais ce gars-là, donc en fait, il a grandi comme nous. Aujourd'hui, il fait tout ça. Mais c'est un truc de ouf. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui t'a donné la force, le courage et la résilience? On parlait du palmier pour devenir l'homme que tu es aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? La transition, ce moment-là, il s'est passé quoi là? Déjà, j'ai trouvé de l'énergie dans le rap. Ouvrir des squats, organiser des concerts, fait que j'ai rencontré des squatteurs qui m'ont donné confiance. Ils m'ont dit, mais il leur a semblé que j'étais pas trop con. Ils m'ont invité à aller à la fac. Donc, je suis allé à la fac. J'avoue, j'étais un peu un flemmard. Je suis un flemmard devant l'éternel. Ça veut dire, en réalité, ça peut sembler paradoxal parce qu'on va dire, mais il bosse tout le temps. En fait, non, je bosse jamais. Je bosse jamais, en fait. C'est que j'aime ce que je fais. J'aime ce que tu fais. J'aime ce que je fais et c'est pas un jeu de mots, c'est pas une posture. C'est que en réalité, j'ai jamais eu le sentiment de bosser. Parce que mais j'ai vraiment, j'aime ce que je fais. Et c'est viscéral. Ça veut dire, je suis habité par aussi, je me sens en mission. Ça veut dire véritablement, dans ce que je fais, je m'épanouis. Et il est plus important de déployer ce que je fais parce que j'ai le sentiment d'être utile, que ça m'est utile. Peut-être que c'est utile aux autres. Il n'y a pas de... C'est ça le meilleur conseil que je donnerais aux jeunes. En tout cas, moi, ça m'a permis d'avancer et dépasser... en fait, même pas penser aux frustrations, en réalité. Des fois, je suis un être humain, donc des fois, on y pense, etc. Peut-être quand j'étais plus jeune, j'étais en mode robot. C'est-à-dire la difficulté du monde, sa dureté, fait que je m'étais forgé une forme de carapace un peu hermétique. Ouais. Pour citer Hill, et c'est vrai, hein, il dit « La haine me motive, j'ai un train de plus ». Et en fait, c'est comment les difficultés peuvent être un moteur. Après, aujourd'hui, ça, je l'ai dépassé. Oui. J'aime à dire que maintenant, c'est l'amour qui me motive. Enfin, je suis passionné, et c'est le goût des choses et de faire du bien qui est plus fort que la détermination à arracher les choses, tu vois. J'ai pas un sentiment de prédation. C'est des steps, c'est des étapes, voilà, en fait. Ça, là, exactement. t'as un autre niveau, en fait, par rapport à ça. Donc, ouais, mais c'est une forme de maturité. C'est ça. Tu vois, parce qu'en fait, si tu peux avoir je te donne un exemple. Ça, dans le sport, je l'ai beaucoup pratiqué. Ce qui me permettait d'aller loin dans le sport, il y avait ce côté bataille et le fait d'être dur au mal. Tu vois, d'accepter. Mais aujourd'hui, j'essaye d'inverser l'épaule et dépasser cette logique d'être dur au mal, plutôt que de se dire, en fait, c'est positif, c'est bon pour moi. Et comment dire,
faire de mon corps mon allié plutôt que mon ennemi. Et c'est-à-dire je me dis pas, je vais traîner mon corps et coûte que coûte, tu vas me suivre et je te demande pas ton avis. S'il a mal, j'essaie de comprendre et parfois même je lui parle, tu vois. Donc il y a cette dimension-là. Donc il y a une évolution. Je suis plus dans quelque chose de jusqu'au boutiste. Ok. Et donc, excuse-moi, la fac là, c'est quoi? T'as fait du coup des études à la fac? Ouais, c'est ça. J'ai fait d'abord des. Mais c'était pas prévu, si je comprends bien. Rien de tout ce que j'ai fait n'était prévu. Ah oui. Ouais, vraiment, j'avais pas de game plan. J'avais pas de game plan. Ouf. Je suis venu vraiment en touriste. Par contre, je pense que la vie m'a souri. C'est ouf. Tu vois, moi, je crois en Dieu. Comme on dit, c'est écrit. Ouais, bien sûr, c'est écrit. Moi, je suis convaincu que c'est écrit. Parce que là... Tu sais, je vais te dire un truc. De loin, et une autre manière de raconter mon histoire, on peut dire, il est assez chaotique ou éparpillé, ce garçon. Tu comprends? Mais en réalité, aujourd'hui plus qu'hier, je comprends le sens d'action, de galère et d'aventures qui me sont arrivées, à quel point elles me sont utiles aujourd'hui. Mais sauf que pendant que tu le vis, t'es pas au courant en fait, t'es pas informé. Ok, j'ai capté. Tu vois ce que je veux dire? Et donc le fait, tu sais, attends, quand je suis passé par le graphe, le tag, et après ensuite ça m'a amené au street marketing. Wow. Mais le graphe et le tag et le street marketing et l'oralité du rap et de la punchline m'ont aujourd'hui accordé des talents de communicant et de marketing. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. J'ai fait un event avec toi où on a présenté sur scène ensemble. D'accord. C'est pas ton taf de base. Mais à l'aise de ouf. On sent que c'est la puissance du ghetto. C'est la puissance du ghetto. C'est-à-dire, il y a pas, voilà. C'est là, faut y aller. Les gens, je leur parle. J'ai senti je parle ça, leur langue. Et on crache du feu. Tu vois? J'ai vu ça. Voilà. Je te regardais, j'ai dit, mais, il est chaud. Les gars, c'est pas son job. Moi, j'ai jamais fait de formation. Je fais pas de formation. Je pourrais former en prise de parole. Il est chaud. Tu vois? Bien sûr. Mais ça vient d'où? Ça vient de là. Bien sûr. Tu vois? Et donc aussi, j'ai vraiment structurer un message, avoir le bon mot, identifier et donc être à l'écoute des uns et des autres. La sociologie, ça m'a donné des outils. Moi, je suis allé en sociologie. Tu sais pourquoi j'ai choisi sociologie? Dis-moi. Parce que c'est là où il y avait le moins d'heures. Devant l'Éternel, je te jure que je me suis inscrit en sociologie sans avoir la moindre idée de ce que c'était. De ce que c'était. Waouh. Et au début, j'étais un peu en dilettante. Je me rappelle avec un pote, Vincent, que je salue, il lui ramenait, il était plus con que moi ou j'étais plus con que lui, je sais pas, mais il avait une boîte, tu sais, une petite boîte d'échecs, de jeux d'échecs, avec tu sais, les petites boîtes en plastique que tu ouvres et t'as les petites pièces. Ouais. Et on se mettait au fond et il me disait toujours, Ahmed, échec scolaire. Tu vois? Pour aller jouer. Voilà, pour aller jouer. C'était le signal pour aller jouer. Passe, quoi, voilà. Voilà. Mais tu sais, dans ce que tu dis, c'est intéressant. Parce que moi, de ce que j'ai pu vivre, de ce que je vois, la plupart des entrepreneurs, tu veux atteindre un objectif. Bien sûr. Tu as ce qu'on appelle un tunnel. Bien sûr. Et en fait, tu as un process. Oui. Tu vas douiller. Bien sûr. Tu vas marcher, tu vas tomber. Ok. En fait, c'est ta capacité à être résilient qui va te permettre d'atteindre l'objectif que tu t'es donné. Bien sûr. Et à chaque fois, t'as des murs. Mais c'est pas des murs. Des fois, on dit, ouais, c'est le shaitan. Non. C'est les épreuves de la vie qui te préparent pour devenir qui tu veux être. Bien sûr. Et en t'écoutant, c'est ce que je vois. Tu sais, en fait, c'est biblique, mais la première fois que je l'ai connu, c'était Stomy Bugsy qui disait ça. C'est quoi leur groupe déjà? Donc le secteur A, c'était mince. Bon, Ministère Hammer. Il disait ils veulent le paradis, mais ne veulent pas mourir. C'est aussi simple que ça. Là, il a tout dit. C'est-à-dire en gros, frérot, si tu veux atteindre des objectifs, va falloir travailler dur et il va falloir passer par des épreuves. Mais les épreuves, c'est pas grave. En fait, les épreuves, c'est un signe que tu t'approches du but. Après, effectivement, à un moment, il faut faire preuve d'intelligence. C'est ça. C'est-à-dire, et là, tu dois sonder ton cœur, tu dois sonder l'environnement, et tu dois faire preuve de raison, être rationnel pour savoir s'il faut continuer ou pas. Mais ça, il y a que toi qui as la réponse. Personne n'aura la réponse pour toi. Tu sais, des fois, il faut faire preuve de résilience. Mais parfois, la résilience, c'est savoir dire, bon, là, j'arrête. Et arrêter, c'est prendre de l'élan pour continuer. Parce qu'en fait, on n'arrête jamais. La vie, c'est fini quand c'est fini. Bien sûr. Mais en réalité, dans ton process, le process, il est en continu.
Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Il tout à dit fait. d'un point de ta naissance à la fin. Il y a Après, toujours le reste, de nouveaux... c'est une histoire, en fait. C'est ça. Et il faut réussir à ne pas avoir à l'idée que l'histoire d'un projet, c'est une séquence qui est globale, dans le sens qui est globale, qui embrasse toute la séquence de la vie, en fait. Non. Mais en fait, cette séquence-là, bah, t'as le temps d'apprendre. C'est un travail d'itération, c'est-à-dire d'aller-retour entre ce que t'as prévu et ce que le terrain te dit. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Et donc, toutes ces épreuves sont des bénédictions. S'il n'y a pas d'épreuves, c'est que finalement, tu sais, c'est l'autre qui dit, mais tu sais, si t'es le meilleur d'une salle, c'est que t'es dans la mauvaise salle. Mais si t'es chahuté dans la salle, c'est que là, tu vas avoir des choses à apprendre, frérot. C'est ça. Et donc, c'est là que ça devient important, c'est là qu'il faut être concentré. Donc, et on est peut-être éduqué, peut-être qu'on nous enseigne qu'il faut que ça soit facile. Exactement. On veut avoir la facilité, mais non, la vie, c'est pénible. Et mais en fait, sauf que pénible, tu peux... Tout dépend comment t'accueilles le verre. C'est-à-dire, est-ce qu'il est à moitié vide ou à moitié plein? Tout à fait. Si tu comprends que ça fait partie du process, tu peux le faire avec le sourire, être radieux. Si c'est Camus qui dit qu'au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. Si l'été tu l'as, il y a rien qui t'arrête. Et c'est pas moi, c'est Camus, hein, tu vois. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que si tu sais pourquoi tu fais les choses, c'est ça. Si tu donnes du sens à ce que tu fais, et cette idée de mission, c'est t'inscrire dans quelque chose qui est plus grand que toi, t'inscrire dans quelque chose qui compte, t'inscrire dans quelque chose où t'es utile, où t'apportes de la valeur, qui a véritablement de la valeur. Qu'est-ce qui t'arrête? T'es inarrêtable. Wow. Et donc, du coup, de la fac, je fais une transition rapide, mais c'est important. De la fac à la BPI. Ok, fac, je fais d'abord, je suis en sociologie, je suis d'abord en dilettante. Après, j'apprends à développer le goût de ça. Ça a développé chez moi le goût de la lecture. J'ai appris la connaissance des livres d'abord. Bon, c'était des livres universitaires. Donc, j'ai trouvé ça intéressant de savoir, etc. Mais très vite, c'est devenu aride pour moi. Et c'est là, je suis tombé dans la littérature. J'apprends à lire, etc. C'est là où j'ai appris les poètes. J'étais en construction identitaire. Donc, c'est là que je rencontre Fanon, Césaire, Chamoiseau, Glissant, les poètes de la négritude, de la créolité, Cheikh Anta Diop, Nation Nègre et Culture. Tu sais, voilà, tu vois, moi, j'étais un peu hybride. Je suis un arabe noir ou un noir arabe. Je sais pas, ça dépend comment on me voit de l'extérieur. Et donc, j'avais besoin de me reconnecter à tout ce patrimoine-là. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça me donnait des repères pour apprendre qui je suis, ou en tout cas décider de qui je suis, ou de qui je veux devenir. Et ça m'a permis d'avancer. Et peu à peu, je m'appropriais, on va dire, je te la fais courte, les sciences humaines, leur intérêt, etc. Mais je savais que j'allais pas faire les sciences humaines. En parallèle, je me suis mis à faire de l'urbanisme parce que souvent les sciences humaines, on appelle ça les sciences molles. Tout à fait. Je me suis intéressé aux sciences dures et en fait, je me suis dit tiens, dès que j'ai eu un déclic pour aller me dire faut que je fasse quelque chose de ma vie, sortir de la rue, tout ça, etc. Bah, je me suis dit tiens, je vais trouver autre chose que les sciences molles. Je suis parti en archi, je me rappelle à l'école d'architecture de la Villette. Ils m'ont dit bon monsieur, les candidatures c'est fini. Je me suis dit bon qu'est-ce que je vais faire? Je me suis dit bon entre temps je vais m'inscrire en urbanisme à l'Institut d'urbanisme de Paris. J'y vais. Ils m'acceptent en master 2. Après quand je vois que le bagage est léger, je leur demande de retaper pour faire un master 1. Du coup, je fais master 1, master 2. C'est toi-même qui as demandé ça. J'ai demandé. Je t'assure, et quand j'ai demandé, le directeur m'a appelé, m'a convoqué. Je me dis, pourquoi je me fais convoquer? Il dit, je voulais savoir qui est ce héros qui a demandé, tu vois. Mais c'est incroyable. Non, c'est pas incroyable. C'est que moi, je venais pas chercher un diplôme. Je venais chercher apprendre. Je voulais apprendre. Okay. Et c'était trop léger ce qu'il y avait à apprendre. Et je me dis, je vais faire 1 an d'urbanisme. Je vais pas dire que je suis urbaniste. Et donc, j'ai voulu reprendre les fondamentaux. Et donc, j'ai fait un M1, un M2 en même temps. Et comme je me suis ennuyé en socio et en urba, j'avais fait 2 parcours recherche. En fait, recherche, c'est quand tu fais un doctorat pour faire une thèse, etc. Mais j'ai très vite compris que les labos de recherche, c'était compliqué pour moi. Enfin, ça demande d'être domesticable. C'est compliqué. Moi, j'aime trop la liberté. Et du coup, je trouve un stage pro, j'intègre GDF Suez qui devient Engie, ça se passe super bien. Mon côté entrepreneur se révèle encore.
Entre-temps, je l'ai pas dit, mais j'ai eu la chance d'intégrer un programme canadien qui identifie un peu les leaders dans les quartiers, blabla. Et là-bas, j'apprends tout ce qui est empowerment, community organizing. C'est comment dans les milieux populaires, on apprend à acquérir du pouvoir, à se structurer et à faire des projets pour transformer notre environnement. Et ça me passionne. Ce qui fait qu'avec 2 amis, on crée une association qui s'appelle AVA, pour Action vers l'avenir, vers VERT, ramener la nature en ville, la végétalisation urbaine. Wow. Et là, on était des entrepreneurs, mais on se posait pas la question, on voulait monter une boîte en réalité. On n'a pas de capital, on crée une association, on dit, ouais, en revenant du Canada, on veut ramener la nature en ville. On dit, mais vous n'êtes pas paysagiste, vous n'êtes pas jardinier, c'est quoi le projet en fait? Et du coup, nous aussi, on savait pas vraiment c'était quoi le projet, on se met à faire ce qu'on appelle des jardins partagés. C'est-à-dire, on trouve un terrain, on met la ville, le bailleur, les habitants, et on met tout le monde autour de la table, on trouve un peu d'argent et on crée un jardin, et on devient les experts de ça, on fait un guide, comment faire son jardin en ville. Je suis invité en Italie, etc., pour faire des conférences sur les jardins en ville, tu vois. C'était marrant, c'était vraiment marrant, mais c'était une manière d'apprendre et à développer des skills entrepreneuriales. Et d'ailleurs, donc en parallèle, t'as vu, je faisais mes études. Tout à fait. En parallèle, j'ai toujours le hip-hop, etc. Ça, grâce à mon frérot Ariles, on a accompagné quelques projets. D'ailleurs, je salue Pi, Papou, on a travaillé sur African Armure, sur différents projets, sur une plateforme de la culture urbaine, des sujets comme ça, etc. Et en fait, je faisais du consulting sans le savoir. Sans le savoir. Ouais. Et entre-temps, donc à un moment, suite à Ava, on voit que ça commence à marcher, etc. Je fais le concours Talent des Cités quand je termine la fac, parce que j'ai compris que j'allais pas faire de doctorat. Et j'ai mon double diplôme, sociologie, urbaniste. Je remporte un concours qui s'appelle Talent des Cités. Je deviens le patron. C'est qu'aujourd'hui, j'ai été plusieurs années le président du jury d'un concours que j'ai remporté en 2009, où j'étais lauréat national, tu vois. Parce que pendant 7 ans, avec cette entreprise Muse des territoires, management urbain socio-économique pour le développement des territoires, on a fait des projets d'aménagement, on a transformé les quartiers, etc. On a fait de la formation à destination des acteurs publics et privés, des formations sur l'entrepreneuriat dans les quartiers. On a accompagné la politique de la ville à se transformer. Et donc, si tu veux, l'entrepreneuriat dans les quartiers en 2012, 2013, 2014, on formait à ça. On disait que dans les quartiers, ça marche, la transformation des quartiers, elle travaille sur 2 leviers. L'urbain, porté par l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, et l'humain, c'est la cohésion sociale, c'est les associations, etc. Il manquait le 3e pilier du développement économique. Et c'est là qu'on s'est dit, tiens, on va faire de la formation sur le développement économique. On avait créé un catalogue de formation. Super. Et on lançait des voyages d'études aux États-Unis pour apprendre à ce que c'est l'entrepreneuriat des quartiers. Ok. Et aujourd'hui, là, chez BPI, tu gères le programme, justement, Entrepreneuriat Quartier 2030. C'est ça. Qu'est-ce que c'est concrètement? En BPI France, c'est la banque publique d'investissement. Son métier, c'est de soutenir les entrepreneurs. Tous les entrepreneurs, grâce à des solutions d'accompagnement, de financement. Et ça va, je dirais, du créateur jusqu'au CAC 40, quoi. Et la BPI, elle est d'abord connue pour tout ce qui est French Tech. Et dès la tech, elle est connue aussi pour tout ce qui est... initialement, elle a déployé des accélérateurs aussi pour faire en sorte que le tissu français entrepreneurial se muscle et que les PME deviennent des ETI, faire grandir les boîtes. Et donc, elle a fait un travail incroyable en 10 ans. Ça a été récemment ça a été les 10 ans. Et en 2009, la BPI, elle a, le président Macron a souhaité que on développe la BPI des quartiers. Chose à quoi le Nicolas Dufourcq, le grand patron, a dit, il faut pas créer la BPI des pauvres et la BPI des riches. BPI, c'est BPI France, c'est BPI toute la France. Et donc, du coup, c'est dans ce cadre-là que j'ai été recruté, parce que justement, les actions que j'avais menées pendant quelques années sur l'entrepreneuriat dans les quartiers, fort des benchmarks aux États-Unis, au Canada, et cette réflexion, cette connaissance de ce que j'avais des écosystèmes, etc., fait que je deviens le responsable d'un programme qui s'appelait Entrepreneuriat pour tous, et qui, au bout de 5 ans d'activité, devient Entrepreneuriat Quartier 2030. Qui est financé par l'État, la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, et ce programme, il vise à
mailler le territoire fait que tu viens d'un quartier, partout en France, il y a des solutions qui vont venir à toi. Souvent, quand on vient d'un quartier, on connaît pas les solutions. Parfois, il y a de l'autocensure aussi. En tout cas, on va pas vers les solutions. Donc, il y a une idée puissante de dire, on va aller vers eux. Donc, c'est soit des hommes et des femmes, les Cité Labs. Ils sont juste incroyables. Leur boulot, ils prennent leur bâton de pèlerin, ils vont dans les quartiers, ils vont identifier les entrepreneurs. T'as du talent. Ok, ils vont te connecter avec les solutions pour entreprendre. C'est incroyable. Voilà. T'as des bus jaunes, des jolis bus jaunes qui se déploient partout en France et qui ont vocation à, je dirais, faire prêcher la bonne parole de l'entrepreneuriat et plugger les solutions aux entrepreneurs qui sont dans les territoires. T'as ensuite des solutions d'accompagnement et de financement qui sont déployées partout en France grâce à des associations. Tout ce qui est fait dans la créa, on le fait pas directement. L'idée de BPI quand on a pris cette mission, c'était de se dire, en gros, tu as des associations qui sont sur le territoire, qui connaissent le métier de l'accompagnement des créateurs ou du financement des créateurs. Et l'idée, c'est de comment coordonner tout ce monde-là pour faire en sorte qu'il y ait ce qu'on appelle un continuum d'accompagnement. Parce qu'un entrepreneur, il a toujours besoin d'être accompagné. Tout à fait. Et quand tu sors d'une solution, potentiellement, tu en as une autre. Tu as été accompagné, il te faut du financement après. Ensuite, tu as besoin de grandir. Ensuite, tu as besoin de faire de l'export. Parfois, tu as besoin de faire de l'innovation et de la tech. Et il faut que tous ces acteurs travaillent ensemble parce que finalement, la réussite entrepreneuriale, c'est un sport d'équipe, tu vois. Donc, des solutions d'accompagnement et de financement et ensuite des solutions, je dirais, d'excellence qui sont plutôt de l'accélération grâce à des partenaires comme Les Déterminés, comme Créo-Adam, comme Entrepreneurs dans la ville et comme tout un tas d'autres partenaires, Positive, BGE, Initiative, etc., qui font en fait, qui aident les entrepreneurs. Donc, s'il y a un conseil à donner, vous voulez créer, allez sur un site bpifrance-création.fr, mais sinon, cherchez autour de vous pour vous faire accompagner. C'est gratuit. Non, c'est pas gratuit, c'est pris en charge. C'est-à-dire les pouvoirs publics, BPI France et les partenaires font en sorte que quand tu veux te faire accompagner, on va t'aider à structurer ton business plan. On va t'aider à challenger ton projet, à voir ta stratégie commerciale, à mobiliser les fonds qui vont avec. Tu vois ce que je veux dire? T'as de l'aide, en fait. Et moi, quand j'ai créé il y a plus de 10 ans, tout ça, ça n'existait pas. Il y a un travail énorme qui a été fait. Bien entendu, c'est jamais assez. Mais maintenant, il y a aussi les pairs, entre guillemets. Les entrepreneurs, faut se rapprocher aussi des entrepreneurs. Faut interroger ceux qui savent quand on ne sait pas. Voilà. Des associations d'entrepreneurs. C'est ça, exactement. De sa ville. Bien sûr. Voilà. Même temps, en tant qu'entrepreneur, j'imagine que il peut t'arriver ceux qui ont déjà fait avant toi, tu vas leur poser la question. Bien sûr. Souvent, les gens sont hyper généreux à partager. Toujours. Faut toujours se rapprocher de ses aînés et de prendre des conseils. Ça fait gagner du temps. Ça fait gagner du temps. C'est ça, exactement. Ok, super intéressant. Donc voilà un peu le parcours. Non, mais j'aime beaucoup. Ahmed, si on devait donner une conclusion à cette interview par rapport à tout ce que tu as pu me dire et surtout par rapport à ton livre, ça serait quoi? Vaste question. Alors, je dois faire du cash boy. En réalité, c'est une question qui dit la motivation, quand t'es déterminé et t'es dans la galère, c'est de faire du cash. Parce que très vite, tu comprends que sans cash, c'est comme si te manquait de l'oxygène. Seulement, faire du cash, c'est pas suffisant. Ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure, c'est qu'il faut donner du sens à ce cash. Parce que déjà, avoir un projet qui te tient à cœur, que tu portes avec des valeurs fortes et puissantes qui vont te permettre de te relever, parce que tu vas recevoir des coups. Tu vois, il va falloir pouvoir se relever. C'est pas le cash c'est pas la fin. C'est plutôt quelque chose, une conviction forte, puissante, qui va donner de la transcendance à ton histoire. Donc, je vais faire du cash boy, même si c'est un fort déterminant, même si ça peut ancrer en toi la détermination, c'est comme une inversion. C'est-à-dire, le projet, c'est qu'il n'y a pas de projet. Le projet, c'est de faire du cash. Mais tu seras fort essentiellement quand tu auras nourri, conçu, envisagé, visualisé, projeté ton projet. Il faut donner du sens. Et donc, parce que le cash, c'est un moyen, c'est pas une fin. Et quand tu vas capter que l'argent, c'est un fluide, et ça va permettre de donner les moyens à ton ambition, je pense que là, tu seras inarrêtable. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a tout un tas d'entrepreneurs qui, je vois ceux qui réussissent, ceux qui vont loin, c'est pas ceux qui veulent faire de l'oseille. Quand parfois t'as les dents qui rayent le parquet,
ça se voit, ça se ressent, et même t'es même un repoussoir. Tout à fait. Par contre, quand t'as ton projet avec une conviction qui est tellement attirante, tu aimantes autour de toi, tu sais, pour allumer un feu, il faut une flamme. Tout à fait. Et donc, si cette flamme, on la ressent en toi, tu vas créer cette adhésion. Donc moi, j'invite les uns et les autres à trouver cette flamme, à connaître ce feu en eux, à le cultiver, à pas le renier comme on le disait tout à l'heure. Et là, vous serez inarrêtable. Ce que j'essaye humblement de raconter dans cette histoire, je dois faire du Cash Boy, c'est une épopée de héros, héroïnes, qui en, 50 ans d'histoire, montre que finalement, les déterminismes, les soi-disant déterminismes, on peut les faire mentir. Wow. Et où peut-on se procurer ton livre? On peut l'avoir où? Par quelle plateforme? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, on a lancé le livre sur Ulule, la prévente. Donc j'ai besoin que vous me donnez de la force. Ok, donc sur Ulule, ouais. Je dois faire du Cash Boy sur Ulule pour aussi aller sur mon compte Instagram. Okay. Tout ça, c'est donné, c'est partagé sur la plateforme LinkedIn, c'est donné, c'est partagé, pardonne-moi. Okay. Et le livre, d'abord, là, on a lancé l'édition Blue Magic. C'est un très beau livre, bleu, très bien fait, avec du cuivre en couverture. Blue Magic, parce qu'à l'intérieur, il est bleu aussi. Il est écrit en bleu. Et j'ai eu la chance et l'honneur d'avoir mobilisé 11 artistes issus de la culture urbaine ou inspirés par la culture urbaine qui ont illustré chacun des chapitres. Et la première version du bouquin, les œuvres sont en noir et blanc. Donc, pour être raccord, elles sont en bleu et blanc. Donc c'est l'édition Blue Magic et c'est des artistes incroyables comme Mode2, comme A1, comme Press, comme Sofia Basfao, comme Fleur Bloom, comme Harry Les de Tizi, comme Khalidovski, comme J1, comme Bertet One. C'est incroyable, ce sont des légendes et c'est intéressant. Comme Martin Barra et comme Hugh Lawson Body. Et donc on a des photographes, on a des dessinateurs, on a des graffeurs, on a de la peinture à l'huile. Et c'est intéressant parce que tous ces vecteurs-là montrent la richesse qui existe dans ces territoires-là. Ils montrent l'énergie, l'application, le travail. Et tout à l'heure, tu me demandais quelles notes et touches d'espoir je pouvais partager. Regardez leurs travaux, regardez ce qu'ils racontent. Moi, je crois fort comment les artistes sont un peu des amplificateurs des signaux faibles. Ils nous disent quelque chose de l'avenir, nous disent quelque chose de notre époque et contribuent à renouveler nos imaginaires. Ils les soignent. Ce sont des guérisseurs d'imaginaire. Franchement, Ahmed, merci beaucoup. Merci à toi, Hervé. J'ai passé un très très bon moment. Yes. Vraiment enrichissant. Ok. Personnellement, humainement. Et j'espère que les auditeurs ressentent la même chose que moi. Parce que franchement, c'était incroyable. Merci beaucoup. Ok, merci à toi, frérot. Merci. Yes. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de ce podcast. J'ai passé un agréable moment avec Ahmed Bouzouaïd, avec son livre « Je dois faire du Cash Boy ». Vous voyez le livre qui s'affiche là? Voilà, vous pouvez le voir directement sur Ulule et toutes les plateformes et les réseaux sociaux d'Ahmed vont apparaître directement sur votre écran. Et vous pouvez, sur la plateforme Ulule, avoir toutes les informations également. Merci beaucoup pour votre temps. Vous pouvez retrouver ce podcast directement sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer ou sur les réseaux sociaux, Insta, LinkedIn principalement. Merci beaucoup pour votre temps et je vous dis à très vite. C'était Hervé de Du Rien à Tout. Au revoir.